Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo illustrant l'un des livres des éditions Le Jardin des Livres. Et j'ai le plaisir, le privilège, on va dire ça comme ça, de recevoir le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte. Docteur, il vous manque un prénom, parce que là, vous en avez déjà 3. Hein. Oui, on peut ajouter Maurice. On va ajouter Maurice, donc Pierre-Jean, Thomas, Maurice, Lamotte, hein, ça vous va? Voilà. Donc vous êtes neurologue, et vous avez publié chez nous il y a quelques années déjà, « Et si la maladie n'était pas un hasard ?» Un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui continue toujours à passionner les lecteurs. Donc vous êtes neurologue, vous avez fait toute votre carrière de médecin dans des hôpitaux, vous n'êtes pas du tout un spécialiste du bien-être ou, vous savez, les grands spécialistes New Age qui font dans la somatisation. Vous avez vraiment 40 ans d'expérience médicale derrière vous. Vous êtes un vrai médecin. Et vous, dans ce livre, vous avez quand même jeté un sacré pavé dans la mare qui va dans le sens du docteur Hammer qui avait publié ça, mais qui a eu beaucoup de soucis et qui est allé peut-être sans doute même beaucoup trop loin. En revanche, je tiens à préciser que ce livre est absolument exceptionnel et que tout le monde devrait le lire parce qu'on apprend à comprendre nos maladies. Alors, avant d'y arriver, docteur, je voudrais que vous donniez un petit peu votre carrière depuis le début jusqu'à nos jours, on va dire. Hein, Oui, effectivement, parce qu'il y a un petit rectificatif à faire. Donc, j'étais tout à fait de formation classique scientifique, neurologue passé à la Salpêtrière, interne chef de clinique. Et j'ai vu une formation d'anatomopathologiste, donc je me destinais plutôt à être derrière les microscopes, mais ça ne me plaisait pas, le contact avec les patients m'intéressait beaucoup plus, donc j'ai décidé de faire de la neurologie. Alors j'ai juste une question, neurologie c'est quoi exactement? Parce que c'est assez vague et en même temps... Neurologie c'est tout ce qui est le système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, mais également les muscles. On va de la migraine à la myopathie en passant par les tumeurs du cerveau, ou les maladies dégénératives. Donc c'est quelque chose qui est très étendu et le nombre des explorations fait qu'on devient spécialiste de sa petite branche. Alors, vous avez été chef de service pendant combien de temps? Combien de patients avez-vous vu tout au long de votre carrière, grosso modo, à la louche? Les patients que j'ai vraiment écoutés, je dirais plus de 30 000. C'est-à-dire ceux que j'ai pris le temps de voir d'une façon différente. Mais autrement, peut-être 45 000 depuis le départ. Donc ce livre est vraiment le résumé de toute votre expérience, voilà, avec 30-40 000 patients. C'est énorme. C'est absolument énorme. Oui. La cassure s'est faite en fait en 1984. Je suis allé dans un lieu de prière et j'ai vu une patiente qui était en petit fauteuil depuis des années se remettre à marcher de façon complètement inattendue, puisque en neurologie, lorsqu'on parle de séquelles, ce sont des séquelles qu'on juge définitives. Et donc cette femme qui était en petit fauteuil, le lendemain, je l'ai vue se mettre debout. Bien sûr, elle ne marchait pas très bien, mais c'était quelque chose de tout à fait... C'était où? C'était à Lourdes? Non, c'était Paray-le-Monial. D'accord. Et donc ça m'a complètement bouleversé. Et 3 mois plus tard, je donnais ma démission de l'hôpital pour aller en ville et pour voir un petit peu ce qui pouvait écouter, ce qui pouvait se passer, puisque je suppose que la personne qui a guéri avait revu des choses dans sa tête de sa vie passée, qui c'était sans doute là le secret de son amélioration, on va dire. D'accord. Alors, justement, je vais lire la 4e de couverture pour nos spectateurs. Quelques mois après son divorce, une femme développe un cancer du sein. Un cadre supérieur vit dans la hantise permanente de ne pas répondre aux attentes de la nouvelle direction et se retrouve avec un ulcère à l'estomac. Après une rupture sentimentale, un journaliste de 28 ans fait une crise cardiaque inexplicable du corps médical, illustrant parfaitement l'expression « avoir le cœur brisé ». À l'âge de 4 ans, le chanteur Ray Charles assiste impuissant à la noyade de son petit frère de 3 ans. 6 mois plus tard, il devient totalement aveugle. Alors, on va développer tous ces cas. Hein. Vous allez nous donner des explications pour vraiment donner l'envie aux spectateurs de vraiment de se plonger dans votre livre, parce que j'estime ça vraiment capital. Alors, une femme est invitée à quitter son poste du jour au lendemain pour être remplacée par plus jeune qu'elle. En 2 jours, elle développe une infection. Un directeur de banque vit une prise d'otage. Quelques mois plus tard, un virulent cancer se développe. Un enseignant vit dans la crainte d'être muté et quelques jours après la nouvelle de sa mutation, il fait une hémorragie cérébrale. Une fois retraité, un diplomate de carrière entre dans une dépression chronique. À force de s'organiser pour la santé de son mari au chômage, et Dieu seul sait si ce sujet aujourd'hui est primordial, hein, avec la hausse phénoménale du chômage, sa femme finit par vivre plusieurs malaises.
Un attaché commercial se découvre un psoriasis à la suite d'un conflit de territoire avec l'un de ses collègues. Et donc le résumé de votre livre, si la maladie n'était pas un hasard, point d'interrogation, et s'il n'était que la réponse organisée par notre corps pour compenser nos petites et grandes déceptions émotionnelles de la vie. Après avoir examiné des milliers de patients, alors milliers, c'est plutôt des dizaines de milliers pour le coup, hein, le docteur Thomas Lamotte, neurologue, a développé une approche différente des symptômes de ses patients. Pour lui, la plupart des maladies que nous développons ont pour origine une émotion inavouée, et le simple fait de comprendre ce mécanisme nous permettrait déjà de les éviter. L'expression populaire « s'en rendre malade » trouve dans ce livre sa plus belle illustration avec les clés. Alors, docteur, justement, en ce moment, on a vu sur toutes les chaînes de télévision, alerte nationale, 2 millions de Français atteints par la grippe. Les mêmes symptômes pour le même diagnostic, la grippe. Depuis quelques jours, les patients défilent dans le cabinet de ce médecin montois. Les yeux pleurent. Un patient sur 3 qui arrive là, qui se présente à peu près, est contaminé. Je reçois donc les comptes rendus de ces grippes, parce qu'habituellement, on fait le diagnostic de grippe sans avoir de support biologique. Avec votre vue, hein, donc 2 millions de personnes atteintes par la grippe, qu'est-ce que c'est? C'est 2 millions de personnes qui craignent de tomber dans le chômage, elles ont pris quelqu'un en grippe, qu'est-ce que c'est? Comment vous l'interprétez? Ben, la grippe, elle ne survient qu'en période d'hiver, alors que le virus est à l'opposé de l'hémisphère pendant l'été. Les avions nous amènent des gens portant le virus grippal, et pourtant la grippe ne se déplace pas, ne vient pas chez nous en été. S'il est question de grippe l'hiver, c'est parce qu'effectivement, c'est une période où le corps est un peu en repos et on est en attente de trouver une autre nouvelle énergie, un petit peu. Il y a l'expression qui dit « passera pas l'hiver », vous voyez. C'est un petit peu ce coup de blues qui est lié à la baisse des jours, qui fait qu'à partir d'un certain moment, on va tourner une page avec un virus grippal. Attendez, vous voulez dire qu'on tourne la page de quoi? De quoi? Ben d'une vie, on va dire, où on est à l'aise, où on est dans un espace qui nous convient sur le plan vital, puisque les épisodes viraux, ce sont des épisodes qui surviennent quand on tourne la page sur quelque chose d'une évolution de notre vie, on va dire. On change de niveau. D'accord. Y compris pour les enfants? Y compris pour les enfants, y compris pour les vieillards. D'accord. Justement, quelques mois après son divorce, une femme développe un cancer du sein. Le cancer du sein est extraordinairement d'actualité. Beaucoup de médecins pensent qu'en fait c'est dû précisément à l'utilisation de la pilule. Votre opinion là-dessus? Oui, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il faut recadrer un petit peu la survenue des maladies. En fait, les médecins apprennent tous, quand ils font leurs études, le réflexe conditionné de Pavlov. C'est un chien qu'on habitue à recevoir sa nourriture après avoir eu la sonnette d'une cloche. Et donc, au bout de quelques séances de conditionnement, on voit que le chien se met à baver, à saliver lorsqu'il entend la cloche, alors qu'il n'a pas encore sa pâtée. Et donc, il donne sa réponse avant l'arrivée de la pâtée, pour quelque chose qui est un plaisir. D'accord. Hein? Et on peut très bien, en sens inverse, il s'agit d'un conditionnement désagréable, développer la pathologie lorsque le mauvais souvenir est réveillé. Donc il y a toujours 2 temps dans une maladie. Ce n'est pas parce qu'on a un premier choc qui est important qu'on va faire une maladie. Il faut qu'on ait été sensibilisé d'abord. Alors c'est le grand thème de votre livre, mais également de votre vie professionnelle. Hein. C'est-à-dire que vous dites que toutes les maladies, enfin les grandes maladies qu'on développe, sont initialement lié à un choc émotionnel, refoulé même. C'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de culpabilité au sens large. J'ai pas osé, j'ai été lâche, j'ai été... Bon, il peut s'agir de sexualité notamment, c'est des choses qu'on raconte pas facilement. Un jeune enfant va pas montrer de l'agressivité vis-à-vis de ses parents, ça ne se fait pas. Donc on est obligé de refouler d'un certain nombre de choses. On met dans notre inconscient ces mauvais souvenirs. Mais la qualité, la tonalité, c'est toujours quelque chose de très désagréable que je n'ai pas envie de raconter. Et donc, pour moi, une bonne consultation, c'est celle qui aboutira. Ça, je ne l'ai jamais dit à personne. D'accord. À ce moment-là, effectivement, on a des choses
on a des chances que ce soit la bonne... Alors, le cancer du sein, grosso modo, quels sont les cas les plus fréquents que vous avez eu qui développent un cancer du sein, selon votre expérience? Alors, le cancer du sein, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de cancer du sein, mais le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les cancers canalaires, hein, c'est-à-dire les petits canaux qui sont chargés de transporter le lait jusqu'au mamelon. Et ces cancers canalaires, à notre époque, une des figures classiques, c'est qu'il y a eu une période de danger, puisque le sein, c'est quelque chose qui apporte la protection à l'enfant, symboliquement bien sûr, mais dans la réalité aussi. Quand, par exemple, il y a une séparation parce que l'homme est trop agressif, la femme va retrouver un cadre de vie agréable et sans danger avec ses enfants, et c'est à ce moment-là qu'elle va développer son cancer du sein, ce qui paraît complètement scandaleux, c'est-à-dire que c'est quand ça va mieux que le cancer va apparaître. Comment vous expliquez ça? C'est une compensation? C'est une compensation, c'est-à-dire qu'on peut comparer ça à quelqu'un qui a des problèmes financiers. Si je suis fauché dans la misère pendant des années, lorsque je vais avoir retrouvé des moyens de vie, que je vais pouvoir avoir un travail, de quoi manger, un toit, etc., oui. Eh bien, de peur que ça ne se renouvelle, je vais faire des provisions, on va dire. Hein. Donc, en fait, c'est avec ces provisions-là, je ne pourrai plus reconnaître, mais il s'agit bien sûr d'un échelon symbolique. Hein. Alors, le problème, c'est que les médecins ne connaissent pas les symboles, mais chaque modification cellulaire et chaque tissu particulier a une symbolique qu'on apprend à connaître parce qu'effectivement, quand on voit le même cancer, on écoute les choses et on s'aperçoit que dans 100% des cas, on entend à peu près la même histoire. D'accord. Une autre question. Un cadre supérieur vit dans la hantise permanente de ne pas répondre aux attentes de la direction, hein, voilà, et se retrouve avec un ulcère à l'estomac. Donc l'ulcère, c'est quand même c'est extrêmement fréquent aujourd'hui. Votre diagnostic là-dessus? Pour moi, tout ce qui est l'estomac, c'est une question de quantité. Donc de ce que je reçois de l'extérieur, hein, un morceau symbolique, on va dire. Oui. Et donc la pathologie de l'estomac, c'est soit j'en ai trop, soit j'en ai pas assez quelque part. D'accord. Hein, et donc si je fais un ulcère, symboliquement, c'est pour faire la place à un plus gros morceau. D'accord. Voilà, ok. Alors, après une rupture sentimentale... Alors, juste, ce cas est intéressant parce que, en fait, ce que vous dites dans votre livre a été confirmé donc, par plusieurs études des grandes compagnies, enfin des associations des assureurs américains, qui ont montré et prouvé, justement, par des statistiques sur l'ensemble du territoire et des polices d'assurance véhicules. Lorsque la personne, l'assurée, vivait une rupture sentimentale, eh bien, dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, les chances d'avoir un accident de voiture, un accrochage plus ou moins grave, sont augmentées quasiment de 300%. Hein, je vous donne ça de tête. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué d'ailleurs à l'époque. Et donc là, après une rupture sentimentale, un journaliste de 28 ans fait une crise cardiaque inexplicable du corps médical, illustrant parfaitement l'expression « avoir le cœur brisé ». Est-ce que le français, le langage, est beaucoup plus intelligent que tous les médecins normaux, on va dire? Oui, si on veut comprendre une maladie et le sens symbolique, le langage populaire nous donne la piste de la symbolique de l'organe qui est malade, qui est touché. Donc toutes les affections du cœur? Ah ben, les affections du cœur, bien, ça peut être le cœur, l'affectivité, mais le cœur, c'est aussi symboliquement, alors là, effectivement, les cardiologues peuvent hurler quand je dis ça, c'est symbolique, le ventricule du père, c'est lui qui est dans l'action, et l'oreillette est symbolique de la mère, celle qui reçoit. Oui. Hein? Et donc, je vous cite un exemple. Oui, donnez-nous des exemples régulièrement. Un exemple qui est très parlant et qui paraît complètement hors de sens pour mes confrères. Une femme qui accompagne son mari qui a fait des malaises, qui n'est pas bien. Donc on va cerner que les malaises, en fait, c'est parce qu'il a eu peur que sa femme meure en se faisant opérer d'un rétrécissement aortique. D'accord. Donc le rétrécissement aortique, c'est la sortie du ventricule gauche. Heureusement, pour ce cas-là, la condition cardiaque, l'insuffisance cardiaque de cette femme s'est améliorée, et donc on a repoussé, puisque à plus de 80 ans, c'est quand même une chirurgie qui comporte des risques. C'est pas parce que le malade ne raconte pas son histoire, quand on a une idée, qu'on connaît la symbolique, ça permet d'aller jusqu'au bout et de faire sortir la culpabilité ou le sens du symptôme. Donc cette femme qui accompagne son mari, j'entends rétrécissement aortique, je lui dis « Madame, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père ?» Elle me dit « Mais non, rien du tout, docteur, il ne s'est rien passé. »
Madame, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Je vous dis, docteur, il ne s'est rien passé. Et là, je tape un peu du poing. Madame, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Docteur, je vous ai dit, il ne s'est rien passé, je ne l'ai pas connu. D'accord, ok. Donc okay. Vous voyez que tout ça, il faut savoir que le ventricule gauche est symbolique du père. Rétrécition aortique fait que le sang, ce sont les liens du sang, donc l'enfant reste plus longtemps en contact avec le ventricule gauche, donc avec le père. Dites-moi, vos collègues, vos confrères doivent hurler quand ils vous entendent? Ben, on me dit quelquefois d'aller prendre mes gouttes. D'accord. Le Conseil de l'Ordre? Le Conseil de l'Ordre, on a convenu qu'on était sur des planètes différentes. D'accord. Mais cela dit, je précise que ça fait quand même 4-5 ans que votre livre est sorti, voire 6 ans. Le Conseil de l'Ordre l'a lu et n'a pas trouvé de raison de vous faire un procès ou de vous retirer. Ah ben non, de toute façon... Non, mais c'est très important, je précise. On juge au résultat. Vital. On juge au résultat, on est d'accord. Même si la méthode paraît complètement absurde à leurs yeux, et complètement folle, on va dire, les résultats, ils sont là. Et quand vous avez quelqu'un qui, après une consultation, commence à guérir d'une pathologie grave, par exemple un cancer avec des métastases, le résultat est là, puisque effectivement, on n'obtient pas ce résultat avec la chimiothérapie ou la radiothérapie aussi rapidement, on va dire. Il existe plusieurs médicaments anticancéreux qui ont tous le même but, combattre la maladie, mais des modes d'action différents. Les thérapies ciblées s'attachent à une particularité génétique de la tumeur pour la détruire. L'hormonothérapie régule les hormones du patient pour contrôler la croissance des cellules du cancer. Et enfin, la chimiothérapie par intraveineuse ou par voie orale s'attaque directement aux cellules cancéreuses. Une chimiothérapie par voie intraveineuse, injectable, se fait sous forme de cure, c'est-à-dire une administration pendant quelques jours, 2-3 jours, voire un seul jour, répétée tous les mois ou tous les 3 semaines, ça dépend des protocoles, et qui sont destinés à tuer de façon importante les cellules tumorales, le cancer, mais également, malheureusement, souvent les cellules saines sont atteintes. Ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'effets indésirables avec ces chimiothérapies cytotoxiques. Pour aller dans votre sens à nouveau, et j'ai vécu l'illustration de ce que vous dites dans votre livre. Alors, un directeur de banque vit une prise d'otage. Quelques mois plus tard, un virulent cancer se développe. Et j'ajoute qu'en discutant avec différents chefs d'agences bancaires, donc qui ont été victimes d'attaques, de hold-up, effectivement, les spécialistes au siège des banques savent pertinemment que, en général, le personnel finit par développer toute une série de maladies, en général entre 3 et 6 mois après le hold-up. Ça, c'est quelque chose de très net et très souvent, même dans la moitié des cas, c'est très souvent des cancers. En l'occurrence, une agression. Oui. Donc le hold-up, c'est plus précis que ça. Le hold-up, c'est donc quelque chose d'imprévu. Oui. Et donc la réponse n'est pas à 3 mois, elle est à 6 mois pile, dans la mesure où, dans la compensation symbolique, on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'un imprévu va se compenser à une date prévue, et comme la position de l'artère est à l'inverse au bout de 6 mois, c'est à partir de 6 mois qu'éventuellement les symptômes ou le début du cancer va se produire. Mais il faut que les personnes aient été sensibilisées, et c'est la façon dont elles vont ressentir l'agression qui fait effectivement que la pathologie va être à tel ou tel endroit. Alors, pour aller justement dans votre sens, parce que nous, on a vécu la chose avec notre directeur de banque qui était proche de la retraite, et donc la direction lui a donné la direction d'une agence justement très proche de son domicile. Donc il était à 3 ans ou 4 ans de la retraite. Il a vécu son deuxième hold-up extrêmement violent à Créteil, c'est-à-dire qu'il y avait du sang partout, etc. Et ça n'a pas loupé. 11 mois plus tard, un cancer foudroyant s'est développé et il en est mort. Je précise que même une partie du personnel a été gravement affectée. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner aux spectateurs, justement parce que vous parlez vraiment de compensation. Et je ne sais pas si c'est... Parce que vous êtes vraiment dedans, et si c'est assez clair. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais qui nous travaille, ou une agression, et qu'on n'a pas exprimé, etc., eh bien, ça finit par se développer en maladie, c'est ça? On a tous souffert très jeunes, et effectivement, c'est difficile de prévoir et de faire une prévention. Mais par contre, lorsqu'il y a effectivement
une catastrophe, une situation de catastrophe, d'imprévu. Ce serait bon de pouvoir écouter tout le monde, la façon dont on l'a ressenti et surtout, qu'est-ce qui éventuellement réveille un mauvais souvenir et qui va pouvoir faire surgir une pathologie à ce moment-là. De manière pratique, quel est le conseil que vous pourrez donner aux spectateurs? Quels sont les grands chocs qui risquent de déclencher quelque chose? Une agression dans la rue, un accident de voiture, c'est quoi? Oui, non, c'est plutôt des chocs psycho-affectifs dans la famille, avec les enfants, avec le mari. C'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Les imprévus, effectivement, peuvent donner ça. La fibromyalgie, par exemple, le syndrome de fatigue chronique, le burn-out. Donc cette fibromyalgie, il faut bien comprendre que c'est une maladie extrêmement courante. Il y aurait actuellement en France, tenez-vous bien, entre 1 400 000 et 2 millions de personnes qui seraient atteintes de cette maladie. C'est quelque chose de gigantesque. Cette maladie apparaît souvent chez les personnes qui ne respectent pas des règles fondamentales d'hygiène de vie, c'est-à-dire des personnes qui travaillent trop, des personnes qui ne s'arrêtent jamais, des personnes qui sont toujours dans le stress et dans l'activité. On retrouve ça aussi trop souvent chez des personnes qui ont eu des chocs émotionnels de départ, souvent des chocs de dévalorisation, des chocs d'humiliation, des chocs de salissure et des choses comme ça. Et on a beaucoup de difficultés pour comprendre l'origine de cette maladie. Il semblerait que l'on s'oriente vers une pathologie surtout d'origine neurologique, des troubles justement dans le circuit de la douleur, qui est à l'origine qui serait à l'origine de cette maladie. Elle arrête la personne en plein vol. Elle est en suractivité, elle arrête la personne en plein vol. Donc il est peut-être temps justement, si la maladie est là pour arrêter, eh bien simplement de réfléchir. Pourquoi ? C'est bien une maladie qui touche environ 1 million de Français, une maladie parfaitement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui reste aujourd'hui très controversée. Mais pourquoi parler de controverse, docteur? Elle est où la controverse? La souffrance des malades, elle ne se prête pas à débat. Controverse parce qu'on ne connaît pas les causes, il n'existe rien pouvant expliquer ces douleurs et cette fatigue, rien à la radio, à l'IRM ou dans la prise de sang. Mais ça s'attrape, c'est quoi? C'est héréditaire, c'est génétique, c'est psy, ça vient d'où cette maladie? Alors, si on le savait, on aurait déjà une piste. On peut citer pêle-mêle des explications, des anomalies musculaires, une infection virale, des troubles hormonaux, une hypersensibilité à la douleur. Rien n'a été prouvé. Et puis la maladie est souvent reliée à un événement initiateur, un stress ou un traumatisme, ce qui explique que ça se termine souvent chez le psy sans beaucoup d'effet d'ailleurs. Pour celui qui a l'habitude de chercher, c'est vraiment 6 mois avant l'apparition des symptômes, on va trouver cet imprévu. Alors attendez. Donc quelqu'un qui a un burn-out, Ouais. donc qui tombe, qui est hospitalisé, etc. Que s'est-il passé 6 mois avant, grosso modo? Je ne sais pas, c'est n'importe Non quoi. mais je veux dire, c'est quoi? C'est un choc émotionnel, C'est une un rupture choc- affective, c'est quoi? Un choc, ça peut être n'importe quoi. Une dispute familiale, c'est ça? Du moment qu'il s'agit d'un imprévu et que ça correspond à quelque chose que j'ai déjà vécu auparavant, enfin j'ai déjà été sensibilisé. Mais enfin, docteur, on vit tous, grosso modo, la vie est faite d'imprévus par définition. Alors moi je sais personnellement que j'ai vraiment trouvé maintes illustrations, mais c'est vrai que beaucoup de gens pourraient vous dire, vous enfoncez une porte ouverte. C'est pas enfoncer les portes ouvertes, là, c'est vraiment donner des règles très précises de lecture qui permet de savoir au médecin, avant d'avoir entendu les confidences de la personne, de savoir ce qu'il va entendre. D'accord. Alors, l'autre chose dont on n'a pas parlé encore maintenant, c'est qu'effectivement, on a tous un caractère qui déjà traduit une défense contre des choses que nous avons vécues, soit déjà dans le ventre de maman ou très peu de temps après la naissance. Et donc, il y a un rail maternel, il y a une souffrance qui s'est produite dans le lien mère-enfant, qui est le rail de ma sensibilité et qui sera là pour toute ma vie. On peut prendre l'histoire de Lance Armstrong, le cycliste. Oui, allez-y. C'est un monsieur, quand on regarde ses photos, quand il arrive sur la ligne d'arrivée, on peut remarquer que c'est un homme qui a des index très longs. Oui. Donc c'est pour moi la marque qu'il s'est passé quelque chose pendant la grossesse. Au moment de la fin du 3e mois de grossesse, il y a eu un choc important à ce moment-là. Oui. C'est un choc de séparation. Ça peut être aussi bien le père de la femme enceinte qui risque de mourir. Ça peut aussi bien être une hémorragie qui fait que le bébé va peut-être mourir. Mais dans le cas de Lance Armstrong, donc c'était des mauvais rapports entre la mère et son époux. Le père de Lance Armstrong, il est parti, il avait à l'âge de 2 ans à peu près. D'accord. Et donc, quand on a cette sensibilité, eh bien, au moment du choc pendant la grossesse,
il n'y a pas le pic d'hormones de testostérone chez l'homme et d'œstrogène chez la femme, ce qui fait que les mains sont différentes, ce que j'appelle des mains de la séparation. D'accord. Donc vous avez Jeannie Longo, si vous regardez sa main, en tant que femme, elle devrait avoir un index très court, très long, pardon. Moi, j'ai toujours hésité sur la nature de Madame Longo, mais bon. Eh bien, elle a un index très court comme un homme. Bah, elle a une allure d'homme, hein. Il faut voilà. dire ce qui est. Hein. Mais ça, c'est effectivement, je ne connais pas son histoire, ce qui s'est passé quand elle était dans le ventre de sa maman. Hein. Et alors, ce qui est amusant, quand on connaît la compensation symbolique, on sait que remuer les jambes, c'est être en relation symboliquement. Hein. Et donc, quand la maman a vécu cette séparation avec son mari, par exemple, et qu'elle souhaitait qu'il y ait un rapprochement plutôt qu'une rupture, eh bien, vous allez voir l'enfant qui va faire un sport, qui va faire du jogging, qui va faire du vélo, oui. qui remet les jambes, et symboliquement, il met en relation, il apporte une consolation à sa mère, puisque symboliquement, il la met en relation avec son mari. D'accord. C'est complètement absurde. C'est effectivement... Mais c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que quand on regarde un symptôme, il apporte un alibi pour moi dans ce que je vis, mais aussi il apporte un alibi à un mauvais souvenir des parents qui ont gardé une culpabilité pour quelque chose. Justement, abordons des accidents, ce que j'appelle accidents, c'est-à-dire l'hémorragie cérébrale, extrêmement fréquente de nos jours, même de plus en plus fréquente. Alors là, sur votre livre, donc, un enseignant vit dans la crainte d'être muté, et quelques jours après avoir appris la nouvelle de sa mutation, il fait une hémorragie cérébrale. Vous pouvez nous commenter cela et comment l'éviter? Là, on est dans la pathologie du cerveau. Oui. Donc il faut savoir que le cerveau, symboliquement, c'est l'organe des projets. Et donc, quand les projets sont contrariés, on va avoir donc des zones qui vont ruminer. Et c'était le mérite du docteur Hammer d'avoir décrit différentes zones dans le cerveau, chacune ayant un rôle particulier pour juger de savoir si la réalisation de mon projet se fait normalement ou au contraire de façon contrariée, me rappelant par exemple des mauvais souvenirs. Donc vous avez par exemple la partie frontale ici en avant, ça va être la peur d'un danger, notamment la peur de la maladie qui va être gérée par cette zone-là. Si vous êtes un homme et que vous avez un problème de territoire, ce territoire ça peut être la femme, l'épouse, ça peut être le travail, oui. Ça va être cette zone-là qui va ruminer, on va dire. Et donc quand on connaît cette localisation de ce que j'appelle le cerveau stratégique, oui. Chaque fois qu'on a une pathologie cérébrale, le simple scanner nous permet de dire c'est tel genre de problème qui est en train de se résoudre, entre guillemets, symboliquement. Alors, justement, pardonnez-moi, en vous écoutant, j'ai quelque chose qui me revient, parce que là aussi, j'ai une nouvelle fois pu vérifier la validité de votre analyse dans mon entourage. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec ce livre. C'est-à-dire que quand on le lit, en fait, on a tous des exemples dans notre entourage proche ou, on va dire, professionnel, etc., qui illustrent, mais vraiment, quasiment, je ne veux pas dire à chaque page, mais presque, la validité de cette approche. Alors là, je pense notamment à une connaissance qui a divorcé, donc un couple qui est marié depuis 20 ans, 3 enfants. La femme décide de divorcer, elle veut garder les enfants, sauf que les enfants la repoussent et décide de rester avec le père. 6 mois plus tard, effectivement, elle a développé une sclérose en plaques. Et moi, j'étais véritablement sidéré parce que j'ai vu la manifestation, l'illustration parfaite de votre livre chez cette amie. Voilà. Mmh. D'ailleurs, j'étais bien embêté parce que je pouvais difficilement lui expliquer, quand elle se faisait ses piqûres, de lui expliquer que c'est elle-même qui a développé cette maladie à cause, si j'ai bien compris votre livre, à cause justement de la séparation, notamment de la décision des enfants d'aller avec le père. Votre analyse là-dessus? Oui, mais là, ça n'est qu'une situation qui rappelle un mauvais souvenir. Donc, elle-même, alors pardonnez-moi, voilà. Il manquait un bout. Voilà. C'est avec ses parents. C'est là où vous êtes brillant, c'est le cas de le dire. C'est qu'elle a été abandonnée par ses parents à l'âge de 5 ans. Et c'est quelque chose qui m'avait... J'en ai encore la chair de poule parce que quand elle m'a raconté ça, j'ai vu votre livre qui prenait encore une autre dimension. Elle m'a raconté que c'est un matin, elle s'est réveillée, que son père l'avait prise donc à 7h ou 8h du matin et l'a emmenée dans un orphelinat du sud de la France et il l'a déposée là à une bonne sœur et l'a plus jamais revue. Elle a été abandonnée du jour au lendemain. Donc votre analyse, là, ayant ce dispositif. Voilà, donc la séparation avec le mari n'est que le rappel
de ce premier Voilà. souvenir Et très donc, douloureux. c'est ça qui déclenche la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, donc, c'est une façon de, par rapport à mes projets, c'est une façon de détruire les parents. Enfin, De symboliquement. détruire les parents. Oui, de détruire les parents, c'est-à-dire que le neurone, le fil électrique, on va dire, est protégé par une gaine, et cette protection symbolise les parents. D'accord. Hein. Et donc, si les parents ont eu un comportement qui ne me convient pas du tout, je vais les détruire symboliquement. Ça paraît complètement idiot, mais c'est comme ça dans toutes les scléroses en plaques. Donc, soit le projet des parents ne convient pas du tout et c'est pas le mien, soit au contraire, je transgresse la règle des parents et je me sens coupable. Et comme c'est quelque chose qui est insupportable, eh bien, les poussées de sclérose en plaques vont s'étaler en fonction de l'histoire. Pour les spectateurs qui auraient quelqu'un dans leur entourage qui sont affectés, il y a une façon de guérison immédiate là-dessus, justement? Parce que, parlons de la guérison. Est-ce que votre livre permet justement aux gens de guérir? Du moins de circonscrire tous les effets C'est sûr que les scléroses en plaques qui évoluent par poussée comme ça, en fonction de l'histoire qu'on va entendre, on va savoir si c'est une sclérose en plaques qui va avoir un profil bénin ou au contraire qui risque d'être très grave. Après, effectivement, il faut absolument il y ait un travail sur le déclenchement de la poussée et qui va en général donner des résultats très rapidement. En 8-10 jours, les symptômes peuvent régresser sans cortisone. Mais par contre, pour qu'il y ait ce travail de prendre de distanciation par rapport aux parents, là, c'est de l'ordre de la psychothérapie et c'est quelque chose qui... D'accord, donc autrement dit, là, il va demander un travail de la personne. Voilà, qui permettrait en fait de nettoyer ça. Voilà, mais j'ai vu le cas d'une femme qui était en petit fauteuil à 60 ans et qui, à 60 ans, a commencé sa psychothérapie et elle a pu remarcher ensuite. D'accord. Alors, autre exemple, justement, parce qu'en ce moment, la France est absolument dévastée par le chômage. Alors, à force de s'angoisser pour la santé de son mari au chômage, sa femme finit par vivre plusieurs malaises. Alors là, on a deux cas. C'est-à-dire que vous savez très bien que la situation pour un homme au chômage est beaucoup plus dure que pour une femme, hein, parce que c'est l'homme qui apporte la nourriture à la maison, etc. Donc l'homme a un rôle à jouer. Alors, quelqu'un qui se retrouve au chômage, quel conseil pouvez-vous lui donner pour ne pas se rendre malade, justement? C'est certain qu'on a besoin de se confier sur ce qu'on ressent et donc de trouver une âme sœur, un copain, n'importe qui. On peut très bien faire un jogging en racontant ses misères ou en allant au club de sport. Mais c'est indispensable. Commencé quand j'ai reçu de plus en plus de candidatures négatives, c'est-à-dire sans entretien pour les candidatures, sans entretien d'embauche, alors que je postulais à des postes équivalents au poste de cadre supérieur que j'avais avant. Donc entre le moment où tu t'es retrouvé au chômage et ta sortie de ces soins en fait, dont tu avais besoin, combien d'années se sont écoulées au total? Alors pendant 4 ans à peu près, 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai galéré dans ma tête. Socialement, j'étais effectivement chômeur précaire, mais avec un handicap supplémentaire qui était effectivement cette déprime, cette dépression, et puis après, cette grave maladie. Dans votre métier, donc, en tant que médecin, qu'est-ce que vous avez vu? Quels effets ça a chez les chômeurs? On ne peut pas généraliser. Hein, mais souvent, effectivement... La dépression, pardonnez-moi, mais moi, ce que je vois dans le courrier des lecteurs, c'est dépression. Ils entrent en dépression. Au bout de 6 mois, 9 mois, ils entrent dans une dépression épouvantable. Ils n'ont plus envie de sortir. Ce n'est pas une vraie dépression au sens psychiatrique du terme. J'aime mieux appeler ça, plutôt que dépression réactionnelle, j'aime mieux appeler ça syndrome d'épuisement quand il s'agit d'un imprévu. Hein. Parce que c'est quelque chose, il suffit de voir le moment de l'imprévu, ce que les gens ont ressenti. On leur donne une toute petite dose de médicaments pendant quelques semaines, et puis ça suffit pour qu'ils s'en sortent, à partir du moment où ils ont vidé leur sac du ressenti du moment où ils ont été mis au chômage. Est-ce que le manque d'argent crée des maladies? Le manque d'argent... attendez, avec 40 000 patients, vous avez forcément vu... Bien sûr, mais c'est plutôt des imprévus dans ma stratégie, on va dire. Je pense à une femme, par exemple, qui a été traînée devant la justice parce qu'elle avait vendu son affaire à quelqu'un qui a porté plainte parce que c'était une agence matrimoniale. Et il lui a dit que c'était une affaire pourrie, donc il réclamait 100 millions à l'époque, donc c'est 1 million de francs, mais maintenant en euros, de dommages et intérêts. Et donc ils sont allés jusqu'en cour d'appel, et cette femme-là s'est donc projetée, croulant sous les dettes et n'ayant plus de vie sociale. Elle a développé une hépatite C. D'accord. Et il a suffi de mettre en place cette histoire-là pour que les signes de l'hépatite régressent totalement.
Ah, d'accord, mais justement, c'est intéressant. Hépatite C, les hépatites en général, ça correspond à quoi? Alors une hépatite, le foie, il sert à me donner l'autonomie dans l'idole de vie où je suis, Oui. hein, c'est-à-dire la famille, le travail, etc. Et donc chaque fois que on m'oblige de sortir de ces limites, eh bien, mes besoins sont nouveaux. Et donc je vais faire l'hépatite pour symboliquement nettoyer ce que j'avais et reconstituer d'autres réserves, on va dire. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Ben, ça peut être, par exemple, un papa qui est tout triste de voir sa fille se marier. Et il peut déclencher une hépatite. Ça peut être un employé auquel on impose d'aller loin géographiquement par rapport à son travail initial. Ça peut être un fiancé qui fait une hépatite pour les fiançailles parce qu'elle était fille unique, donc elle aimait bien son caractère solitaire, enfin son indépendance, et le fait de s'engager fait qu'elle part dans une vie à deux, et à ce moment-là, elle fait une hépatite mononucléosique, parce que mono, ça veut dire seul, hein, c'est le virus qui permet de passer l'étape de 1 à 2 ou de... Ah, c'est curieux que vous disiez ça, parce que justement, j'ai eu le cas, il y a 15 jours, d'une jeune fille hein, qui s'est installée dans son studio, etc., et qui, 6 mois plus tard, a développé une comment vous dites ça déjà? Mononucléose, voilà, infectieuse. Mononucléose, d'ailleurs on la salue, une mononucléose. Alors, son papa me l'a présenté comme, non pas comme une mononucléose, mais comme la maladie du baiser. Maladie du baiser, c'est mais alors, ça. c'est quoi là? Alors, vous, comment vous voyez ça? Ben, j'ai le stress de toujours être tout seul, et à partir du moment où je suis content et je suis deux, eh bien à ce moment-là, je développe la maladie virale qui est une façon de marquer l'étape, on est passé à une étape ultérieure. Mais attendez, ce que vous dites là, en fait, ce qui ressort également dans votre livre, hein, c'est qu'en fait, il y a un autre mécanisme qui agit derrière, hein, que les maladies ne sont pas du tout, comment dire, innocentes, et que c'est plutôt nous qui les faisons venir. Parce que c'est ça qui ressort de votre livre quand même. Ben, bien sûr, c'est notre façon de... Enfin, pas toutes, hein, mais une grande majorité à vous lire. C'est-à-dire, pour moi, la maladie, c'est quand je n'ai pas été capable de dire « je suis coupable, de prendre la responsabilité ». Et on dit « c'est l'autre qui ». Hein. D'accord. Mais si on dit « ben, j'ai fait une connerie, etc. », à ce moment-là, effectivement, on ne met pas dans l'inconscient et donc il n'y aura pas de pathologie. Mais donc ça ne peut être que l'aveu qui empêche un programme de maladie. Alors, une autre illustration de votre livre, alors celle-là, je l'ai vécu, c'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. Lorsque le quotidien de Paris s'est arrêté, hein, pour des problèmes, à cause de problèmes financiers, il y a, on va dire, 20 ans, Philippe Tesson, donc, qui était l'architecte et le papa, on va dire, le créateur du quotidien, il a déclenché, effectivement, enfin, quand il avait tous ces problèmes financiers, quand il voyait qu'il a fait une crise cardiaque. Donc les chefs d'entreprise sont plus touchés que les autres par compte tenu des responsabilités qu'ils ont sur le dos? Non, c'est leur territoire, leur entreprise. Hein. D'accord. Donc c'est un conflit de territoire, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est donc absolument le... Parce que c'est très souvent qu'on entend les chefs d'entreprise qui ont fait une crise, etc. Et en général, c'est toujours... D'ailleurs, on l'a vu, parce qu'avec la crise économique actuelle, on voit notamment en Italie un nombre incalculable de suicides de patrons, de chefs d'entreprise, même en France maintenant. Je crois qu'on a un suicide toutes les semaines ou deux par semaine de chefs d'entreprise. Effectivement, c'est de l'entreprise, c'est un lien très fort, c'est ma réussite. Hein. C'est aussi fort que le couple, on va dire, pour un chef d'entreprise. Alors que c'est moins vrai pour un salarié, un employé de l'entreprise. Alors, je vais encore plus loin. En fait, à vous résumer, en fait, l'échec ou le sentiment d'échec développe les maladies, c'est bien ça? Oui, mais il y a aussi toutes les satisfactions qui vont pouvoir changer. On a dit que c'était une maladie, c'était quelque chose de symbolique, et quand il y a une situation positive qui arrive alors que je l'attends depuis très longtemps, eh bien, je vais... Ça contrebalance, ça équilibre. Oui, mon symbole va changer. Hein. C'est le cas par exemple des tumeurs cérébrales. Vous avez un jeune garçon qui est doué pour la musique et qui voudrait faire sa carrière dans la musique. Les parents disent c'est pas question, tu pourras pas vivre. Donc il fait son métier d'architecte, mais tout en continuant à faire de la musique. Une fois arrivé à la retraite, il se débrouille pour monter dans une grande ville un concert et qu'il dirige. Hein. Il a un succès formidable. Effectivement, quelques mois plus tard, et on va voir apparaître un glioblastome, un cancer du cerveau, parce qu'il y a la satisfaction enfin d'être reconnu
ce que n'avaient pas fait ses parents. Toutes les tumeurs cérébrales, c'est quand ça va mieux. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ouf, et puis boum. Voilà, mais c'est aussi le cas du cancer du larynx. Le cancer du larynx, c'est quand je n'ai plus à me taire, à fermer la gueule, on va dire. Hein. Les cancers des bronches, c'est quand la cause d'une dispute ancienne, le cancer du col de l'utérus, par exemple, et, enfin tout ce qui est les cellules de passage de communication, on va dire. Chaque fois que la situation s'améliore, je retrouve un bon amant qui veut me faire un gosse, c'est le déclenchement d'un cancer du col de l'utérus. C'est réduit un petit peu, mais... Oui, non, mais... caricatural, on va dire. Non, mais je sais que ça peut être... ce que vous dites peut vraiment, pas choquer, mais vraiment interpeller les spectateurs. Mais je dois reconnaître que... Et d'ailleurs, on a eu suffisamment de témoignages de vos lecteurs, etc., pour savoir que votre guide, votre grille, entre guillemets, fonctionne très bien. Et du moment que ça permet aux gens justement de les éviter ou de les comprendre, c'est déjà un immense pas en avant et rendu à vos semblables. On va dire ça comme ça. Une autre question. Donc, alors, un attaché commercial, par exemple, se découvre un psoriasis à la suite d'un conflit de territoire avec l'un de ses collègues. Les conflits de territoire, c'est très fréquent dans les entreprises, notamment entre les commerciaux. On le voit dans Mon oncle d'Amérique, le conflit de territoire avec Depardieu et comment il se rend malade. C'est pour vous. Oui, monsieur Vaudoyen? C'est dans le dossier Blondel. Je vous le prépare et je vous l'apporte tout de suite. Allô? Bonjour, Gérard. À l'encollage? Bon, ben, j'y vais tout de suite. Il y a un pépin à l'encollage. Si monsieur Vaudoyen rappelle, vous lui direz que je lui apporterai le dossier Blondel dès que j'en aurai fini. Les hommes qui sont vraiment masculins, c'est vrai que pour eux, le territoire, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Les hommes féminins sont protégés, eux. Hein, donc, c'est ceux qui ont eu un traumatisme pendant la grossesse et qui n'ont pas fait leur pic de testostérone. Ces hommes-là ne feront pas de problème de territoire. Alors, justement, là aussi, pour aller dans votre sens, un autre livre, d'ailleurs, il y a eu pas mal de recherches qui ont été publiées dans les magazines de médecine, de recherche médicale américaine et anglaise. En fait, plus le taux de testostérone est élevé, et plus les gens ont une chance de se retrouver en prison. Enfin, les hommes. Oui, puisque la testostérone, c'est lié à ma décision, à mon passage à l'acte, qui peut être impulsif ou déraisonné, violent, on va dire, oui. Hein, violent. Alors que quelqu'un qui est très féminin, comme Lance Armstrong, jamais il va venir vous faire un casse ou vous agresser. Oui. Il est dans l'accueil, il a une psychologie d'accueil, il sera déçu, il fera une pathologie quand ça ne marche plus. Il a fait un cancer du testicule. Hein. Mais le cancer du testicule, c'est quoi? C'est un problème le testicule, c'est fait pour faire des gosses. Oui. Donc c'est comme quand il y a des séparations. Et chez lui, le programmant, c'est le départ de son père, de la famille. Alors, si je vous résume bien, encore une nouvelle fois, si, par exemple, je sais pas, un patient vous raconte sa vie, grosso modo, sans omettre de détails majeurs, notamment de son enfance, vous pouvez diagnostiquer les maladies qu'il pourrait éventuellement développer? Oui, à partir du moment où on connaît le caractère de quelqu'un, des gens qui sont très speed, par exemple, les femmes qui sont très speed, ou les hommes féminins qui sont très speed, une pathologie de la thyroïde, par exemple. C'est quoi la thyroïde? La thyroïde, donc c'est une glande qui nous permet d'agir au bon moment et donc d'être bien synchronisé par rapport à mon but à réaliser. D'accord. Hein, et quand il y a une urgence, vite, et que la thyroïde et que je n'arrive pas à me tirer d'affaire, je vais déclencher une pathologie de la thyroïde après pour symboliquement me rendre capable d'avoir résolu le problème. Alors, est-ce que vous avez reçu des courriers de lecteurs qui vous disent, ils ont lu votre livre, hein, il y a un historique maintenant, qui ont réussi à guérir, je ne veux pas dire simplement en lisant votre livre, mais en comprenant ce qui a développé
comment dire, la maladie? Oui, alors c'est pas comprendre. Hein, effectivement, il faut que la personne revoie les incidents, soit du déclenchement de la maladie, soit de la programmation, qu'ils revoient dans leur tête et en même temps qu'ils revoient les émotions. Pour moi, une bonne consultation, si on pousse les gens dans leur émission quand ils revivent les mauvais souvenirs, on est dans les larmes, enfin, il y a des manifestations extérieures qui peuvent être assez violentes même. Hein. Et donc, effectivement, notre cerveau permet quand on lit un livre, même si la théorie du livre est complètement fausse, va leur faire relire quelque chose et leur faire remonter des souvenirs. Et à ce moment-là, ils peuvent guérir, effectivement, s'ils revoient le côté inavouable de la situation. Une autre question, enfin, dans la question, le cas qui vous a le plus marqué, hein, de là où vous avez pu guérir un de vos patients, le cas le plus spectaculaire, on va dire, c'est lequel? Ben, le plus spectaculaire, c'est le premier cancer. C'est-à-dire? Le premier cancer que j'ai vu et qui a guéri, donc c'est celui-là qui m'a donné courage pour continuer la suite. Oui. Hein, parce que je me sentais un peu isolé, moi, oui, bien par sûr. rapport à mes Évidemment, confrères et tout ça. Bien sûr. Et donc, c'était un prêtre, d'ailleurs, qui ne s'est pas reconnu dans le livre parce qu'on a maquillé son histoire. Et il m'a fait le reproche, il m'a dit « Mais vous n'avez pas parlé de moi dans votre livre. » Ah oui, d'accord. Bon, donc, on avait bien maquillé. Et alors, dites-nous. Donc, il vient me voir, il a un cancer des ganglions dans la poitrine et dans le ventre. C'est ce qu'on appelle une maladie de Hodgkin, un stade 3, donc. On discute et on va s'apercevoir, je lui explique que des ganglions, c'est fait pour se défendre contre l'extérieur. Mon espace vital, c'est le thorax. Mon identité, faire respecter mon identité, c'est le ventre. Hein. Donc, il a bien compris, effectivement, que c'était un gros conflit avec son supérieur. Qui faisait qu'il avait été humilié à la fois dans son identité. On revient toujours à ça, humiliation. Et très curieux. On lui avait retiré les fonctions qui faisaient soi-disant mal. D'accord. Il a décidé, sans m'en parler, après la consultation, d'aller voir ce supérieur en mettant les choses au point et en lui demandant... Oh, le poing dans la gueule. Non, c'était en lui demandant une orientation et en lui disant ce qu'il voulait faire comme... orientation. Oui. Et puis il est allé voir aussi l'anesthésiste qui avait posé une chambre pour faire la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il s'est défendu tout seul par rapport. Donc il s'est levé et il a affronté celui qui l'humilie, c'est ça? Celui qui l'humilie et celui en même temps qui lui propose de faire la chimio. Hein. Il a osé se lever, c'est ça que vous voulez dire? Il a osé faire face et dire ce qu'il ressentait et mettre en accord avec ses pensées, ses actes. Et donc, il a osé se défendre contre la chimio et contre son supérieur. D'accord. Alors, dans ce livre, on va montrer... alors, il y a un chapitre qui est intéressant, c'est le délai de 6 mois, hein, parce que vous en parlez souvent. Malaise, crise d'épilepsie et perte de connaissance. Alors, les pertes de connaissance sont très, on va dire, fréquentes chez les femmes. Si vous pouvez expliquer donc aux spectateurs ce qu'est le principe, de manière très simple, hein, ce qu'est le principe, selon vous, du délai de 6 mois. Je le connaissais parce que je l'ai lu dans La vie de Sainte Thérèse, c'est là que je l'ai appris. Les compensations symboliques, donc, c'est le contraire. Donc, il y a une date, un imprévu, donc il va falloir une date prévisible. Hein. Donnez-moi un cas concret. C'est quoi de Thérèse de Lisieux, par exemple? C'est quoi son cas? Elle a fait ça 2 fois de suite. Une première fois, c'est quand sa sœur part au Carmel, alors qu'elle pensait qu'elle l'attendrait, qu'elle irait toutes les deux au Carmel en même temps. Voilà. D'accord. Et donc, quel âge elle avait? 10 ans à peu près. Oui. Il y a une petite discussion avec ses oncles et tantes. Et donc, 6 mois plus tard, elle déclenche une étrange maladie. Et en fait, l'étrange maladie, c'est qu'elle est agitée, qu'elle paraît un peu fofolle, on va dire, et tellement inquiétante qu'il y a toujours quelqu'un qui reste avec elle. D'accord. Donc, elle vient d'être quittée. Voilà. Et curieusement, pendant cette maladie, le jour où elle retourne voir sa sœur au Carmel, les symptômes disparaissent complètement. Donc, c'était sa seconde mère, la sœur. Sa sœur, oui. Voilà. Et donc, en fait, elle va avoir une vision d'une statue qui lui sourit, une statue de la Vierge, donc une bonne mère, quelque part, oui. qui était sa sœur qui l'a quittée. Et elle retrouve une bonne mère, et à ce moment-là, elle guérit définitivement. C'est intéressant. Dans la spiritualité, ou dans la prière, on peut trouver justement on peut compenser encore plus rapidement ce genre de... Compenser ou tout au moins avoir une bonne inspiration, si effectivement. C'est le cas de l'histoire d'Édith Piaf. Édith Piaf vivait chez sa grand-mère à côté de Lisieux, à Bernay.
et donc elle fait une maladie de la cornée qui opacifie, elle n'y voit presque plus. Oui. La grand-mère entend parler d'une petite fille qui voyait mal et qui a été guérie en allant faire un pèlerinage à Lisieux. Donc elle prend ses filles, puisque c'était dans un bordel qu'elle a été, oui, oui. Elle va à Lisieux, et là, c'est là où la prière, c'est l'intuition quelque part, enfin, elle a l'intuition de ramener un sac de terre de Lisieux. Elle va tous les soirs, avec sa terre, mettre ça dans un bandeau sur les yeux d'Édith Piaf. Oui. Voilà. Au bout de 8 jours, les cornées sont parfaites, elle est guérie définitivement, alors que c'était quelque chose qui durait depuis des mois, des mois, des mois. Hein. D'accord. Alors, donc, un caractère miraculeux, quelque part. Certes, mais justement, vous disiez, alors c'est à mettre en liaison avec l'exemple de Ray Charles, hein, c'est-à-dire qu'en fait, comme elle s'est retrouvée dans une maison de passe, donc elle était accueillie par toutes les prostituées qui étaient là, gentiment d'ailleurs, en fait, c'est le fait de voir des choses qu'elle ne devait pas voir qui l'a... Non, la cornée, c'est ce qui me permet d'avoir le contact extérieur, et en fait, elle n'avait jamais eu le contact visuel avec sa mère. D'accord. Et le fait de lui mettre une mère symbolique, c'est-à-dire la terre, on lui met de la terre. Hein, eh bien, le fait d'avoir dans un climat d'affection, la terre nourricière, c'est la mère, okay. Et le soleil étant le père. Parce que là, si elle n'avait jamais eu le contact avec son père, le fait de mettre de la terre sur les yeux n'aurait pas apporté la guérison. Donc la prière a donné la bonne inspiration qui permet de guérir. Dernier exemple. À l'âge de 4 ans, le chanteur Ray Charles assiste impuissant à la noyade de son petit frère de 3 ans. 6 mois plus tard, il devient aveugle. Votre analyse? Voilà. Bon, c'est pas exactement ça, mais j'ai lu plusieurs versions. Oui. L'analyse, donc, effectivement, il a fait ce qu'on appelle un glaucome qui détruit les fibres optiques. Hein. À partir du moment où il voit son petit frère, il se sent coupable, puisque la maman l'a laissé avec le petit frère devant des bassines d'eau chaude pour faire la lessive. Et il se sent coupable donc de ne pas l'avoir tiré d'affaire. À partir de ce moment-là, la maladie vient et il est complètement aveugle à l'âge de 7 ans. Mais il faut savoir que tomber dans un bac de lessive, symboliquement, c'est pas n'importe quoi. C'est de se nettoyer? Non. C'est quoi? C'est retourner dans le ventre de maman. Ah oui, on peut le voir, d'accord. Bonjour Bonux. Hein. Mais non, mais toutes les noyades, en général, c'est ça. Les noyades, c'est ça pour vous? Enfin, dans l'explication, effectivement. Vous voulez un exemple? Oui, bien, évidemment. Un exemple, donc un papa qui est en colère contre son fils, il vient de cacher quelque chose de très précieux à ses yeux. Ah, tu fais toujours des conneries, et puis d'ailleurs, à ta naissance, tu as failli tuer ta mère. Il a 5 ans et demi, le gamin. Il ne peut pas répliquer et dire papa, mais tu n'as pas le droit de dire ça, etc. 11 ans, on le retrouve noyé dans la mer. Il est dans le ventre de la mer, symboliquement, hein, dans l'eau, et il ne ressort plus, donc il ne peut pas tuer la mer. D'accord. Mais enfin, ça va assez loin, là. Hein. Je veux dire, ça va très, très loin, même. Ça va très loin, puisqu'effectivement, c'est en prononçant ces paroles-là que le père a induit la noyade. D'accord. Mais vous n'avez pas l'impression, si vous voulez, que justement, ce sont quand même parfois des choses voulues. Enfin, je veux dire, les circonstances de la mort, vous pensez que c'est un reflet, ça donne une solution ou une réponse à des choses de la vie de la personne? C'est une compensation symbolique, puisque le père est consolé, puisqu'il ne va pas tuer sa femme, quelque part, hein, et sa culpabilité à lui, il ne l'a plus. Mieux vaut mourir moi que tuer maman, quelque part. D'accord. Donc c'est une bonne solution. D'accord. Oui, c'est effectivement, ça on l'a vu aussi. Mais ça c'est absolument dramatique, effectivement. Oui. En comprenant en fait les différents mécanismes, on peut voir justement les premiers signes. Je pense notamment aux allergies, par exemple. Oui. Hein, les allergies qui rappellent quelqu'un ou qui, et qu'on finit par détester. Oui. Exemple, le parfum. Hein, vous avez beaucoup aimé le parfum d'une femme, et le jour où elle vous quitte, vous le détestez, ce parfum. Oui. Hein, c'est un grand classique, ça, de la littérature amoureuse. Alors, docteur, pour conclure, quels conseils pourrez-vous donner aux spectateurs pour bien comprendre leur environnement, leurs émotions négatives, et qui peuvent les empêcher de tomber malades? Il y a une espèce une prévention, on va dire, qu'on peut faire à chaque fois qu'on a un choc important, une déception importante, et ce serait une bonne chose que de se déculpabiliser, que de s'avouer à soi-même que c'est quelque chose qui est arrivé et d'en assumer la responsabilité et les conséquences. Et c'est le dire publiquement? C'est quoi? C'est le confier à quelqu'un. Moi, je sais que aller à l'église, la confession, l'examen de conscience, c'est quelque chose qui peut certainement aider, bien sûr. Hein. Dès qu'une maladie apparaît, il faut savoir que
le symptôme, il n'est pas là par hasard, qu'il a un sens très précis, un sens symbolique, c'est un alibi pour que qui va me déculpabiliser quelque part. Et donc, si j'arrive à faire ce travail de raconter la culpabilité qui m'a mis ça en place, à ce moment-là, je me donne les possibilités de guérison. D'accord. Alors, juste pour finir, moi j'ai un cas concret. Vous savez que je préfère les cas concrets et factuels. Je me suis rappelé que, parce que vous savez que ma spécialité, c'est quand même les finances en ce moment, que lors de l'effondrement de l'Argentine en 2001, lorsque toutes les banques ont fermé, lorsque les Argentins ont perdu toutes leurs économies, les épargnants, découvrant qu'ils ont été floués, volés par les banques, dans les 6 mois qui ont suivi, ayant perdu toutes les économies d'une vie, de l'argent qu'ils avaient mis de côté pour s'acheter la maison de leurs rêves, etc., il y a eu une augmentation phénoménale de cancers, des pathologies, comme vous dites dans votre langage de médecin, hein, notamment de cancer et de méga-dépression, et bien entendu de suicide. Hein. Donc c'est quelque chose de très très important, de comprendre que le fait de ne pas avoir pu prévoir quelque chose, ça rend également malade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que représente l'argent pour ces personnes. Oui. En fait, les gens mettent de l'argent de côté, c'est un équivalent d'identité, quelque part. Si je deviens milliardaire et qu'on regarde ma voiture, mon yacht, etc., c'est parce que, quelque part, mon identité... Non, mais là, je vous parle d'épargnants standards, hein, je ne vous parle pas de... Ouais. C'est vraiment les petits commerçants, c'est pas... Mais quelque part, c'est comme si je n'avais pas été reconnu. Ah mais clairement, ils n'ont pas été... Non seulement ils n'ont pas été reconnus, mais ils ont été effacés. Oui, non, mais financièrement. Rasés. Mais l'équivalent psychologique, c'est comme si j'avais été condamné ou je ne sais pas quoi. Enfin, je n'avais pas été reconnu à ma juste valeur. Oui, mais attendez, ce sont des millions de gens qui n'ont pas été reconnus à leur valeur. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui explique donc, on voit bien les conséquences. C'est-à-dire, un choc émotionnel déclenche une maladie. Ce que la plupart des médecins ont toujours refusé de voir. Voilà. Hein, c'est ce que vous expliquez dans le début de votre livre. Mais il y a des gens qui ne font pas des placements, qui ne font jamais de placement. De placement financier, vous voulez dire. Financier. Oui, d'accord. Et parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de compenser pour leur identité. D'accord. C'est un problème d'identité qui est là-dessous. C'est pas donc le fait qu'ils veulent s'acheter une maison, c'est pas une. Donc dans pathologie, ça donne. Vous pouvez pas dire ça quand même. Vous pouvez pas mettre les dizaines de millions d'épargnants français ou même d'Européens en disant qu'ils ont tous un problème d'identité. Pour lequel l'identité était important, on va avoir une pathologie qui va être plutôt une pathologie anale ou un cancer du rectum. Qui va donner des choses qui fait que je me... Absolument, il y a un très bon film d'ailleurs avec Lucchini, si mes souvenirs sont bons, absolument. Il a un problème de digestion, il est obligé d'être opéré parce qu'il est extraordinairement radin. Hein, c'est très intéressant. Hein, tous les gros radins ont toujours des problèmes à l'estomac ou à l'anus. Vous confirmez? Ah ben oui, c'est... Écoutez, en tout cas, chers spectateurs, ne soyez pas radins sur ce coup-là. Hein, lisez son livre, c'est exceptionnel, vous ne serez plus malade. Hein. On ne va pas dire ça comme ça. Mais en tout cas, docteur, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est un des livres les plus marquants, je pense, que j'ai pu lire au cours de ces 10 dernières années. Ah oui, pour moi, c'est l'avenir de la médecine. Hein. La médecine des mauvais souvenirs, on va dire. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci donc aux spectateurs de la chaîne du Jardin des Livres. On vous retrouvera très prochainement pour de nouvelles interviews. À bientôt.